Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Aujourd'hui, les films du FEMA, 50e édition 2022. Les 5 diables. Une fois de plus, la réalisatrice Léa Misius nous sert un film formellement réussi. Du point de vue technique, en tout cas, rien à dire. La direction d'acteur et la BO sont de qualité. Pour autant, je dois bien avouer que le scénario n'est pas fou et que cette pseudo-histoire de sorcellerie slash voyage dans le temps ne m'a pas convaincu. Un résultat assez mitigé qui reste cependant pas désagréable. Donc 5 sur 10. Notre histoire. C'est l'histoire donc d'un homme triste qui aime une femme. Du Bertrand Blier tout craché avec des dialogues savoureux, servi par le casting qu'il est tout autant. Niveau scénario, c'est toujours aussi original et la mise en scène est bonne. Il y a tout de même quelques longueurs et de long n'y est pas extraordinaire. Bon. Quoi qu'il en soit, on passe un bon moment, donc 7 sur 10. L'Éclipse. Film de Michelangelo Antonioni. Une romance des moins intéressantes qui m'a été donnée de voir à ce jour. Les personnages ne sont pas le moins du monde intéressants. Le scénario non plus. Les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas aidés, les pauvres. À vrai dire, en dehors de la réalisation et de la photo, il n'y a, selon moi, rien à sauver de ces déambulations romantiques. 2 sur 10. Les Harkis. Rare film évoquant le sort des Harkis pendant et après la guerre d'Algérie. Si je trouve la démarche des plus louables, il n'en demeure pas moins que le film est très moyen, entre son petit budget, certains acteurs non professionnels qui ont du mal à faire illusion, une réalisation peu inspirée qui évoque plus un travail de télévision que de cinéma. Il est dommage de constater qu'en dehors de son sujet coup de poing, le reste peine à suivre, même si l'on est dedans jusqu'au bout. 4 sur 10. Petite pause avec une table ronde pour l'hommage à Alain Delon. Donc j'y ai capté le premier quart d'heure que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et j'y suis resté en tout 45 minutes sur 1h30 d'entretien. Car il disait des banalités qui n'en finissaient pas. Il faisait que de dire oui, il choisissait bien ses projets, ses collaborateurs, et que bien entendu, il avait une belle gueule qui faisait vendre, et qu'il arrivait à faire passer tout un tas d'émotions à travers son regard, son visage, sa posture, sa gestuelle. Bref, il était merveilleux. Bon voilà, c'était chiant à mourir, donc je suis parti. La Terre vue de la Lune. Comédie absurde, avec une jeune femme au destin funeste, mais fantastique. L'aspect comédie est particulièrement lourd, c'est trop appuyé, d'ailleurs les deux acteurs principaux sont particulièrement agaçants. Heureusement que la comédienne, elle, est resplendissante et que la musique n'est pas si mal, sinon ce serait vraiment mauvais. 4 sur 10. La ricotta. Pasolini nous montre grossièrement les travers d'un tournage. On se demande s'il ne règle pas ses comptes avec certains de ses collègues. C'est loin d'être subtil, c'est assez disgracieux, et l'idée et les comédiens ne sont pas mauvais. Le film, lui, par contre, l'est. Donc 3 sur 10. 107 Mothers. Un sujet intéressant, mis en scène par un réalisateur plutôt habitué au documentaire, et ça se voit. J'irai plus loin en disant que c'est l'un des problèmes du film, car pour le préparer, le réalisateur il a rencontré 107 femmes, d'où le titre, voilà. Mais dans ce cas, pourquoi en faire une fiction qui, plus est, en plus, est librement adaptée des propos qu'il a recueillis. Et donc d'une histoire vraie, de différentes histoires vraies en tout cas. La mettre en scène de la même manière qu'un documentaire, où est l'intérêt ? Ce n'est pas très intéressant artistiquement en tout cas, mais même au niveau de l'histoire qui nous est racontée, tant elle est prévisible, je ne comprends pas. Une véritable déception avec une fin qui à mes yeux est quelque peu cruelle vis-à-vis de la mère dont on suivait le parcours. 4 sur 10. Los Ilusos.
Film autoportrait de Jonas Trueba avec le concours de ses amis. On sent le côté film amateur, fait entre amis, dans ses bons et dans ses mauvais côtés. Des dialogues et situations très réalistes, une alchimie entre les comédiens, une maîtrise de son sujet, mais aussi un côté fauché, film d'étudiants très auto-centré, et forcément dans le monde des jeunes cinéastes en herbe. Probablement son film que j'aime le moins, 4 sur 10. Les larmes amères de Petra von Kant. Fassbender arrive une fois de plus à m'embarquer dans son univers, dans un film sur l'amour dans toute sa complexité et sa toxicité. Le tout est filmé dans une maestria assez incroyable pour un huis clos, dont la caméra ne fait que tourner et tourner autour du lit du personnage principal. Un film sombre et envoûtant à la fois, servi par des comédiennes de talent. Un grand film, 8 sur 10. Aniki Bobo. Film portugais sur le premier amour d'écolier. C'est mignon, drôle, touchant, presque triste par moments. Un film plein de bons sentiments qui nous replonge en enfance et nous fait sourire. Un bon moment à partager entre petits et grands, 7 sur 10. Ennio. Un documentaire sur le compositeur de génie Ennio Morricone, qui est derrière certaines des plus belles musiques de films et bien plus encore. Le film contient nombre d'entretiens et d'extraits des plus grands films sur lesquels il a travaillé, ce qui donne au long métrage un effet Madeleine de Proust qui ne peut que nous ravir. Un enchantement qui dure 2h35, ce qui est trop court, ce qui tombe bien car il existe une version de 6 heures. Personnellement, j'aimerais tant la voir, car une fois que l'on est dedans, on y est si bien qu'on ne veut plus en sortir. 8 sur 10. La Veuve Coudert. Tragédie avec Simone Signoret et Alain Delon, se déroulant quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. On sent déjà les tensions liées à la montée du racisme. La quasi-totalité du film se déroule dans une ferme, ce qui permet à la réalisation de nous proposer quelques jolis plans. Quant aux comédiens, ils font globalement l'affaire, mais c'est surtout Signoret et Delon qui portent le long métrage. La musique signée Philippe Sard est aussi un point fort, le thème principal étant marquant, un bon film, 7 sur 10. Petite pause avec la leçon de musique. Donc un des grands moments de cette 50e édition, 2 heures entre anecdotes, grands moments de cinéma et de musique, et échange avec le public sur ce qu'évoque pour nous la musique de ce maestro, Ennio Morricone. Ensuite, on continue avec une petite exposition à la Tour de la Chaîne sur Alain Delon. Vous pouvez voir ça dans mes vlogs. Voyage à deux. Une romance sur fond de comédie dramatique dans lequel le couple passe par tous les états et le fait qu'il se remémore tous les bons et les mauvais moments rend le film très riche avec des moments intenses. Audrey Hepburn attire irrémédiablement tous les regards, même s'il y a par moments de chouettes idées de mise en scène. Si le film est assez classique, il n'en est pas pour autant dénué d'intérêt, et il n'y a qu'à voir les scènes à deux couples en voiture qui, à défaut d'empêcher certaines personnes d'avoir un enfant, leur montrent ce qu'il ne faut pas faire. 7 sur 10. Salo ou les 120 journées de Sodome. Film sans intérêt à mes yeux, que ce soit pour son côté transgressif, choc ou contestataire, surtout que je ne suis pas du tout calé sur le sujet contestataire du film. Donc ça ne me parle pas, ce n'est pas un grand film avec une réalisation de folie, même si ça fait le taf à ce niveau-là, l'aspect sexe et défécation ne m'intéresse pas le moins du monde. Pour autant, le film ne m'a pas dérangé outre mesure, juste ça m'a pas intéressé du tout. 3 sur 10. Programme d'Emile Cole. Divers courts-métrages d'animation d'Emile Cole, accompagnés par des morceaux musicaux d'Eric Satie, arrangés et interprétés à la guitare classique par Xavier Courtet et Julien Coulon, l'un des deux étant l'arrière-petit-fils du réalisateur. Donc les notes sur les films varient entre 6 et 7, c'est globalement bien. Diamant sur canapé. Mon film préféré avec Audrey Hepburn,
sa naïveté, son inconscience, sa familiarité, son côté vrai et bien sûr sa beauté. On ne peut qu'être envoûté par son personnage, puis il faut dire que Blake Edwards sait la mettre en valeur. Il n'y a qu'à voir le moment musical de Moonraver pour en être convaincu. Si l'histoire est assez classique, tout comme la réalisation, ce sont les personnages et les situations qui nous enchantent. Un de mes films de cœur, j'étais obligé de le voir sur grand écran, 9 sur 10. Plus que jamais. Dernière apparition de Gaspard Ulliel au cinéma, dans un film qu'on retiendra, sur la fin de vie, la maladie, comment cela est vécu d'un côté comme de l'autre, et bien entendu un film sur l'amour et la vie. Vicky Krieps est incroyable, mais elle est bien secondée. La réalisation est simple et élégante, mis en valeur par une belle photo. Le sujet peut paraître dur, mais il est traité avec beaucoup de tendresse. Un sujet universel, vu que la maladie peut tous nous toucher, un jour en tout cas, et qu'inévitablement, nous nous dirigeons toutes et tous vers la mort. Un très beau film que je vous encourage à découvrir, 8 sur 10. Rencontre avec Jonas Trueba, donc là, une première partie un peu trop consensuelle, avec un développement intéressant sur comment il conçoit son cinéma en deuxième partie, qui là est vraiment intéressante. Vous pouvez retrouver ça donc sur ma chaîne. Mama Roma. Tragédie sur qu'est-ce que c'est d'être littéralement un fils de pute. On sent chez ce personnage un mal-être qui dure depuis l'enfance et qui finira par le tuer. Forcément, la trajectoire du personnage est très intéressante. La réal et le scénario sont beaucoup plus académiques ici que dans les autres films du réalisateur, ce qui est loin d'être un mal, donc 6 sur 10. Ensuite, on part pour l'exposition sur les films portugais à la Chapelle des Dames Blanches, et on y voit 2 courts-métrages. Donc, Douro, Travail fluvial, court-métrage donc portugais muet sur le travail fluvial au début du XXe siècle. L'accompagnement musical enregistré n'est pas dingue, ça dure 18 minutes, ça se regarde, mais c'est pas fou. Porto, donc là on est sur un court-métrage de 5 minutes, donc toujours un film portugais muet sur la ville donc, de Porto. Celui-ci est colorisé avec des scènes de vie dans la ville plus passionnantes que le précédent, mais pour autant, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup plus. Ensuite on passe à Eroticon, film muet tchèque de 1929, une tragédie romantique assez classique, si ce n'est que l'un des 2 personnages méritant une fin tragique ne la subira pas. Il y a de vraies idées de mise en scène, des mouvements de caméra assez impressionnants pour l'époque, l'accompagnement musical se voulant expérimental, il y avait du bon et du moins bon, et pour finir, l'actrice principale est tout bonnement envoûtante, donc 8 sur 10. Les Mille et une nuits. Une version sans Scheherazade, mais qui fonctionne tout autant, avec des histoires imbriquées les unes dans les autres. Les décors et les lieux de tournage sont magnifiques, il y a également de très beaux costumes. On retrouve toute une partie des comédiens avec lesquels Pasolini a l'habitude de travailler, et ça marche étonnamment bien. Si le film a quelques longueurs, et manque à mon goût de musique, même si cette dernière est signée Ennio Morricone, je ne la trouve pas assez marquante et flamboyante lorsque elle devrait l'être. Mon préféré du réalisateur, à ce jour en tout cas, donc 7 sur 10. Paris qui dort. Film de science-fiction muet. Nous avions donc une version colorée. Si l'histoire est simple, elle n'en demeure pas moins efficace. Puis il y a de belles choses en mise en scène, entre le Paris vide de monde, avec des prises de vue audacieuses, et un tournage dans la Tour Eiffel à s'y méprendre, tout du moins. L'accompagnement musical au piano et percussion rendait vraiment bien, les moments à la batterie, lorsqu'elle s'emballe, font partie de mes moments préférés, donc 7 sur 10. Ensuite, on fait une petite pause avec le Ciné Quiz, donc plus long et dur que je ne m'y attendais. 76 extraits quand même. Plus 25 encore après, donc c'est vous dire, ça fait beaucoup. Il y a donc bien une vingtaine de films où j'aurais pu trouver la réponse. Mais
Non, j'ai eu un trou, ça revenait pas, enfin voilà, vous connaissez, hein, ça arrive à tout le monde. Mais majoritairement, je n'avais pas vu les films qui étaient présentés. La seconde partie, donc avec les 25 extraits concernant un acteur secondaire qui a joué dans nombre de films connus, pour le coup, était vraiment bien. Donc on a passé un bon moment. Moi, franchement, je suis pour qu'ils remettent ça l'année prochaine. Les Vertes Années. Une tragédie romantique qui embarque le spectateur à travers les déambulations du couple à travers la ville de Porto. Les personnages sont attendrissants, même si on a du mal à comprendre le jeune homme par moment, puis la jeune fille n'est pas vraiment à le rassurer. On a du mal à comprendre donc, le geste final, même s'il n'est pas totalement dénué de sens. Côté mise en scène, c'est simple, mais ça fonctionne, pas besoin de quelque chose de plus sophistiqué. Les acteurs n'ont pas de scène ou de dialogue leur permettant de briller, donc ça fait le taf, mais sans plus. Un film sympathique, donc 6 sur 10. Los Exiliados Romanticos. Un road movie où l'on part à la recherche de l'amour perdu successif de 3 garçons, faisant donc la route de Madrid jusqu'en France, le tout mis en musique au fil des dates d'une artiste espagnole en France donc. Le point culminant du film est un dialogue de 9 minutes avec le dernier couple, probablement le plus touchant et triste à la fois. Le film dégage une bonhomie naturelle grâce à l'amitié que dégagent les comédiens à travers leurs personnages. La mise en scène est efficace sans être tapageuse. On passe un bon moment, 7 sur 10. La rumeur. Un film incroyablement moderne pour un long métrage de 1962, aussi bien par son sujet que son traitement. Les actrices sont exceptionnelles, la réalisation de William Wyler est très bonne et c'est particulièrement mettre en scène la violence, qu'elle soit psychologique ou visuelle, sans choquer, sans spectateur. Ce film va vous révolter, vous faire pleurer, en tout cas il ne vous laissera pas indifférent, 9 sur 10. Venez voir, un film sur ce que devenir adulte signifie pour 2 couples amis, avec leurs questionnements, leurs doutes, leurs certitudes et leurs envies. Drôle par moments, mais surtout intéressant, montrant que Jonas Rueba grandit à l'instar de ses personnages et que nous grandissons avec lui et ses films. Un bon moment, même s'il y a quelques longueurs. 6 sur 10. Renato Berta, face caméra. Un documentaire aux allures de reportage, même si l'on sent une réelle proximité avec ce directeur de la photographie, si important, et le réalisateur de ce documentaire. Ça veut faussement nous montrer comment on réalise une scène à travers les yeux de Renato Berta, mais sans un réalisateur et ses revendications, comme il le dit lui-même, il y a nombre de possibilités, le réalisateur donnant le ton, donc 5 sur 10. Les Amandiers, un film s'inspirant de la jeunesse de Valeria Bruni Tedeschi, lorsqu'elle était jeune étudiante en acting au théâtre des Amandiers. Les situations, les personnages, les réactions et dialogues font tous très vrais et on est embarqué dans les facéties de cette jeune troupe. Les comédiens sont vraiment bons, puis il est appréciable de ne pas avoir demandé à l'actrice principale de singer Valeria Bruni Tedeschi dans son jeu et de lui laisser plus d'amplitude que de coller à une réalité révolue. La BO est cool, le sujet est un peu difficile sur la fin, et personnellement m'a fait pleurer. Un beau film sur le milieu du théâtre et sur la perte d'un être cher, 7 sur 10. La leçon de montage, donc, très intéressante, mais ils ont mal évalué le temps que cela prendrait, car ils voulaient parler de 6 extraits de films de Manuel de Oliveira, et en 1h30, ils en étaient qu'à 2. Donc, il en restait potentiellement 4. Et moi, comme j'avais un film à aller voir après à 13h, alors que là, il était déjà, du coup, midi, et qu'il faut bien que je mange aussi, en plus de faire la queue ensuite pour le prochain film, et je me suis arrêté là, alors que il s'apprêtait à poser des questions au public, donc je pense qu'ils étaient sur la fin quand même. Donc, du coup, comme je vous dis, je n'ai pas vu la fin, mais... c'est dommage parce que franchement, ça m'a beaucoup intéressé. Ensuite, il compte en faire
5 autres avec différents corps de métier. Donc là, c'était avec un directeur de la photo, donc Renato Berta. Et donc, il compte faire ça aussi avec un scénariste, un réalisateur, etc. etc., etc. Médée. Avec la présence de la Calas au casting, on était en droit de penser qu'il y aurait un passage musical, où elle donnerait de la voix, mais non, pas du tout. Un film bizarre, entre ses musiques et chants japonais dissonants et son passage prémonitoire qui alourdit le film, vu qu'à la suite de cette prémonition, on a tout de suite justement les scènes qu'on vient de voir en prémonition qui se déroulent, donc avec les mêmes plans, c'est juste chiant et long. Après, même si ça manque cruellement d'action, on suit assidûment ce qu'il se passe grâce à la direction artistique et aux acteurs qui font bien le taf tout de même. Donc 4 sur 10. La Reconquista. Comme son titre l'indique, le sujet sera donc la reconquête amoureuse d'un ex plus exactement. Mais ce dernier étant alors en couple, ce ne sera pas si simple. Encore une fois, les situations et dialogues sonnent extrêmement vrais, et que ce soit la reconquête amoureuse, la soirée plus ou moins ratée, ou bien encore le premier amour, on a tous connu ça, et forcément, ça nous parle. La BO est signée par un grand artiste espagnol qui a beaucoup influencé le réalisateur. Je vous laisse découvrir ça, 7 sur 10. Seven. Un plaisir de revoir ce film sur grand écran. C'est là qu'on se dit que c'est bien malheureux de ne plus voir de tels films aujourd'hui au cinéma. Lorsqu'on voit la qualité de la direction artistique qui prend soin dans tous les détails, du scénario jusqu'à son point d'orgue, le casting avec ce duo mythique du cinéma, puis la maestria de la réalisation, il n'y a pas une fausse note, on se prend une claque jusque dans les génériques. 8 sur 10. Patrick Devers, mon héros. Un documentaire aux allures de reportage Netflix, certes qualitatif et intéressant, mais au-delà de la narration par sa fille, il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène et cette dernière reste très classique. En tout cas, à l'image du documentaire sur Ennio Morricone, ce dernier aussi donne très envie de se replonger dans la carrière de l'acteur et ses œuvres les plus importantes. 7 sur 10. Coup de tête. Très bonne comédie dramatique avec Patrick Devers, dans un rôle qui lui va comme un gant. Être ostracisé, il connaît, puis niveau casting, il est entouré de tous les seconds rôles de l'époque, des gueules, comme on dit. Quel plaisir. C'est drôle, la musique est culte, on passe un bon moment, un film solaire parsemé de nuages que Patrick Devers écarte peu à peu. 8 sur 10. Todas las canciones hablan de mí. Une comédie romantique douce amère où deux jeunes gens se quittent après une relation de 6 ans et ont du mal à en faire le deuil. C'est une histoire d'amour bien évidemment, mais c'est surtout un film sur comment devenir adulte, se responsabiliser, grandir. Je sais que, je me répète, mais là encore, Jonas Trueba nous livre un film sincère et d'une tangibilité incroyable. Les situations, les dialogues et les personnages sont d'un crédible déconcertant qu'on l'on s'y croit vraiment. Encore un bon film du réalisateur espagnol dont vous devez absolument voir les films. 7 sur 10. Et voilà, c'est tout donc pour cette 50e édition du FEMA. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ciao!